Bienvenue dans Cœur Conscient. Je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, je développe l'idée que la plupart des problèmes émotionnels récurrents, les troubles anxieux, les traumatismes de l'enfance, c'est dans le corps qu'ils prennent naissance, et c'est dans le corps qu'ils pourront être dénoués. Je suis aussi convaincue que trouver son centre intérieur, c'est indispensable dans toute démarche de retour à l'équilibre. Des voies existent pour se libérer de ces enfermements et une fois qu'on connaît les clés de libération, il est possible de cheminer en autonomie vers la croissance et l'épanouissement. À partir de mon expérience clinique et aussi de mon expérience de vie, je vais te donner des outils, des pistes à suivre sur ce que j'ai rencontré à ce jour de plus efficace. Alors si tu as essayé beaucoup de choses tout en ayant l'impression de tourner en rond, et que tu es encore en recherche d'autres chemins possibles, alors viens, je t'emmène avec moi au fil de ces épisodes. Dans cet épisode, on va parler neurosciences et psychologie de l'évolution. On va parler surtout de la notion de sens et de la nécessité de débroussailler ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas dans la grande cacophonie de nos vies. Il va s'agir de savoir comment débroussailler ses priorités pour pouvoir faire émerger la nécessité d'avoir une orientation vers peut-être une direction dans laquelle pourraient tendre nos actions et nos objectifs, comme pour venir unifier en quelque sorte et harmoniser nos vies. Alors force est de constater que depuis l'arrivée de la science sur la scène de la pensée, ce qui depuis toujours avait été de l'ordre des prérogatives du cœur, et bien depuis l'avènement de la science, ça a été un peu méprisé, ou en tout cas relégué au rang soit d'une gentille poésie, soit d'un mysticisme douteux, mais en tout cas jamais considéré comme un sujet d'étude sérieux. On aurait pu imaginer que la science se tourne justement vers les préceptes de sagesse ancienne et pour qu'elle puisse apporter son éclairage et voir quelle vérité profonde il y avait là-dedans. Donc au lieu de ça, elle leur a un peu tourné le dos. Mais aujourd'hui, depuis à peu près 20-25 ans, il ne se passe plus une année sans que les domaines de la psychologie, des neurosciences, de la physiologie n'apportent leur lot d'études scientifiques et de découvertes qui viennent réhabiliter les attributs qu'on prête habituellement au cœur. Donc on a en psychologie, on a tous les psychologues de la compassion. C'est tout un mouvement. Par exemple, Christine Neff, Christopher Germer aux États-Unis, Paul Gilbert en Angleterre. On a aussi des études qui nous montrent que le cœur est vraiment le porteur de l'intuition. Donc, il y a eu des expériences scientifiques qui montrent que le cœur a une préscience par rapport à la pensée. Il sait ce qui va se passer avant que les choses n'arrivent au cerveau. Et puis, on sait aussi que le cœur représente une connaissance globale, unitaire des choses, alors que la pensée est plutôt dualiste, analytique, comparative. Bref, j'utiliserai, je pense, 1 à 2 podcasts pour développer vraiment tout ce qu'on a trouvé et tous les travaux en cours par rapport au cœur, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à mon sens et dont on ne parle pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de connaissances qui sont vraiment démocratisées et accessibles. En tout cas, en ce qui me concerne, en tant que psychologue et aussi en tant que méditante sur le cœur, ma préoccupation constante, c'est toujours de pouvoir relier la psychologie et la spiritualité qui est inhérente au cœur. C'est de pouvoir créer des passages, des langages,
de mettre en pratique, de proposer aux personnes que j'accompagne toutes ces nouvelles découvertes. Et force est de constater que le fait de remettre le cœur au centre de l'être humain dans l'accompagnement en thérapie permet d'avoir vraiment des succès cliniques très intéressants. On peut concevoir le cœur comme à la fois un point de départ, mais aussi un point d'arrivée pour réharmoniser l'être humain dans sa dimension psychologique. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans la théorie polyvagale, qui ne parle pas de cœur, qui parle en des termes plus scientifiques de vagal ventral. Mais en fait, il s'agit de la même chose. Et donc, je l'ai développé dans plusieurs de mes épisodes précédents auxquels je te renvoie si ça t'intéresse. Donc, cette dimension psychologique du cœur est déjà développée et est déjà utilisée comme des perspectives thérapeutiques qui sont particulièrement intéressantes. Et puis, on a aussi toutes les approches fondées sur la compassion, comme je l'ai dit, et qui sont d'ailleurs reprises aussi avec la théorie polyvagale. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut concevoir aussi le cœur comme le point de départ pour un cheminement spirituel. Donc, point d'arrivée dans la psychologie et point de départ dans le spirituel. Donc, c'est comme si entre les deux, justement, il y avait ce que certaines traditions spirituelles ont appelé la porte de la conscience. Le cœur est la porte de la conscience. Dans le Raja Yoga ou dans le soufisme, on parle du yatra, qui est en fait le cheminement spirituel de l'âme, et son point de départ se situe dans le cœur. Donc, ces sagesses ont fait état de différentes stations spirituelles qui correspondent à des états de conscience qui sont dans des points du cœur. Et ces stations spirituelles sont des balises au fil d'un chemin qui est fait dans le cœur. Alors en quoi les derniers travaux en neurosciences nous permettent de comprendre les structures du fonctionnement humain et en quoi ces travaux ouvrent des perspectives qui sont capables de proposer des voies qui permettent aux hommes de sortir de leurs ornières habituelles comme l'anxiété, la peur de l'avenir, la poursuite perpétuelle du toujours plus. Et en quoi est-ce que ces voies pourraient permettre de trouver enfin des modes d'apaisement qui pourraient nous connecter à nos valeurs plus hautes et au spirituel. Donc les recherches en neurosciences nous montrent qu'il existe 3 grands systèmes émotionnels et comportementaux qui sont susceptibles de gouverner toute la vie psychique de l'être humain. Et que de ces 3 grands systèmes découlent à chaque niveau certains types de rapports au monde. Donc aujourd'hui, la compréhension s'achemine de plus en plus dans le domaine du cœur. Donc on a beaucoup établi le domaine des neurosciences qui s'intéressent principalement au cerveau. Et avec les découvertes sur le cœur, on éclaire de mieux en mieux de nouvelles données sur la conscience. Si ces avancées permettent aujourd'hui à la science de faire ses propositions, il n'en demeure pas moins que les civilisations anciennes et les systèmes de sagesse, eux, avaient compris depuis très longtemps les choses que la science est en train d'éclairer aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'elles ont toutes proposé des préceptes à suivre pour pouvoir guider les hommes au travers du dédale de leurs faiblesses humaines et des écueils que, immanquablement, on trouve sur son chemin. Et ces préceptes de sagesse visaient à ce que, en dépit de ces difficultés qui se présentent comme des pièges dans lesquels on peut tomber, les hommes ne perdent jamais leur vision de longue vue sur ce qui est essentiel dans son existence. Donc pour présenter ces grands systèmes,
J'ai choisi de le faire en utilisant un modèle qui est proposé par le psychologue Paul Gilbert, que moi j'aime bien parce qu'il a le mérite de replacer la compassion et les valeurs du cœur dans le contexte de l'évolution humaine. Donc il y a d'autres modèles qui existent et qui convergent, qui disent la même chose en fait que le modèle de Gilbert, mais c'est juste une question d'éclairage en fait, là où on met l'accent. Alors le premier système, c'est le système de menace et d'autoprotection. Au cours de l'évolution, ce système de menace, qui est le plus ancien, le plus archaïque, qui a 500 millions d'années, il a permis aux hommes de détecter et de répondre rapidement à la présence d'un danger. Donc c'est un système d'autoprotection conçu pour nous protéger de la souffrance et assurer notre survie. Mais en même temps, il crée aussi de la souffrance. Par exemple, si je me brûle sur une plaque chaude, je vais éprouver la douleur de la brûlure qui va faire que je vais tout de suite retirer ma main. Si j'ai quelque chose qui est endommagé au niveau de ma nociception, je vais plus éprouver la douleur et donc je vais laisser ma main qui va se brûler de manière bien plus profonde. Donc la douleur et le système de menace sont profondément liés. Et c'est la raison pour laquelle ce système de menace est en lien avec toute une gamme d'émotions négatives comme l'anxiété. Et l'anxiété, en fait, c'est principalement, si on retourne à la source, c'est la peur d'avoir peur, la peur de souffrir. Donc l'anxiété, l'impuissance, le découragement, la honte, la culpabilité. Parce que je l'ai déjà développé dans d'autres podcasts, mais ce système de menace nous plonge très souvent dans un état de sidération duquel il nous est très difficile de sortir. Donc il peut nous mener la vie dure parce que c'est lui qui est source de beaucoup de problèmes et c'est dû au fait qu'il est conçu pour la survie et donc pour une action rapide et pas pour une réflexion approfondie. Donc pendant des millions d'années, il s'est forgé dans des conditions où la menace était très forte, où il y avait des prédateurs partout. Donc sa voix, elle est très forte et 9 fois sur 10, il va donner l'alerte alors qu'il n'y a pas de danger. En fait, son précepte, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, c'est très facile pour notre esprit de se mettre en mode anxiété. Ensuite, le deuxième grand système, c'est le système qu'on appelle des conduites et de recherche de ressources. Donc, on est, en plus d'éviter la menace, on est aussi conditionné pour pouvoir rechercher et acquérir de la nourriture, un abri, un partenaire sexuel pour pouvoir réussir, conquérir des espaces dans le monde. Donc ça aussi, ça fait partie de notre survie. Les émotions au niveau de ce système, elles sont beaucoup plus positives. Elles sont importantes pour pouvoir réussir à réaliser ces choses. Donc la plupart d'entre nous, on est très familier avec lui parce que c'est le système sur lequel notre société se focalise principalement. Et c'est grâce à lui qu'on va réaliser des choses, qu'on va acquérir des ressources pour optimiser notre survie, qu'on va améliorer sans cesse notre qualité de vie, qu'on va avoir des biens de plus en plus sophistiqués qui vont nous simplifier de plus en plus la vie et même qui vont nous amener une forme de plaisir. Donc le monde occidental s'est beaucoup développé au travers de ce système des conduites et c'est ce qui a donné toute cette optimisation de la vie, tout ce confort matériel, toute cette technologie qu'on connaît. Et le troisième grand système, c'est le système d'apaisement et d'affiliation aux autres. Donc lui, il est très différent et il ne crée pas ce sentiment frénétique d'action. Il va être plus associé à un sens pacifique du bien-être, de contentement, de connexion aux autres autour de nous. Il nous aide
Il nous aide à nous réguler, à calmer certaines de nos émotions qui sont basées sur la menace. Il va aussi nous aider à garder sous contrôle les émotions excessives qui sont basées sur le système des conduites, la recherche du toujours plus, donc vraiment le type de comportement qui peut nous amener au burn-out. Donc quand il est suffisamment entraîné, quand il est présent, il va nous pousser gentiment à revenir dans notre centre, à nous arrêter quand l'action a été suffisante. En fait, il va nous demander de ne pas faire plus que nécessaire, à ne pas être dans l'action pour l'action, mais il va nous inviter à nous détendre et à nous ressourcer. Quand on regarde ces 3 grands systèmes émotionnels, c'est plus facile d'organiser la manière dont on conçoit la vie humaine, c'est-à-dire ses actions et les émotions qui sont associées à chacun de ces niveaux. Alors au niveau du système de menace, on va trouver un type de comportement comme la procrastination, l'évitement, des comportements qui vont nous inciter davantage à nous cacher, à ne pas être vus, plutôt qu'à se consacrer réellement à ce que on voudrait faire et donc de ce fait à nous rendre visibles. Les émotions qui sont liées à ce niveau, elles vont être plus dans l'impuissance, la culpabilité, la honte, le fait de ne pas vouloir être vu, le fait de ne pas vouloir ressentir certaines choses, se couper de ses émotions. En fait, la dominante, c'est la peur, c'est toujours une forme de peur. Peur de ressentir certaines choses, peur d'avoir peur. Et donc, compte tenu de la facilité avec laquelle notre cerveau va se mettre dans ce mode-là, ce qui va nous aider, c'est de vivre des choses en mettant de la conscience dessus. Et donc, c'est ce qui va nous éviter de prendre toutes nos peurs au premier degré, de les prendre pour des réalités. Ensuite, au niveau du système des conduites, on va trouver des émotions et des actions qui sont plus positives, comme la volonté de réussir. Là, on va se mettre en route, on va chercher à se dépasser, à vaincre, à atteindre nos objectifs. Il peut y avoir aussi de l'agressivité d'ailleurs. En tout cas, on branche notre système sur sa capacité à agir. Un des écueils, c'est qu'on peut se mettre à l'action pour l'action, parce que ce circuit-là, c'est un circuit dopaminergique, c'est-à-dire c'est le circuit de la récompense. Donc il peut y avoir une forme d'addiction qui se met en place parce que notre action, étant donné qu'elle produit des résultats, elle est interprétée par notre système comme produisant une récompense en soi. Le problème, c'est que on oublie souvent au passage le sens réel et profond de nos actions. Donc on a été très conditionné à penser que le but de l'existence, c'est de pouvoir profiter et prendre du plaisir. Même si on a des résultats et qu'à un certain niveau, il y a une forme de gratification, en réalité, très souvent, à un autre niveau, il s'agit d'une impasse. Je donne un exemple. Manger des gâteaux, à un certain niveau, c'est bon. Donc il y a une forme de gratification et d'addiction qui peut se mettre en place avec ça. Parce que ça alimente notre circuit dopaminergique. Mais à un autre niveau, c'est une impasse pour mon corps. Parce que ça produit des sucres rapides, des mauvaises graisses, et au final, ça nous empoisonne. Donc ça, c'est un exemple simpliste, bien sûr, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. Ça s'applique à des niveaux d'action beaucoup plus structurés, beaucoup plus complexes, et surtout à un beaucoup plus long terme. Je pense très souvent à la manière dont on construit une vie autour d'une carrière, d'un travail qui va être séduisant parce qu'on va avoir un bon salaire et du coup on va pouvoir s'acheter la belle maison, la super voiture, avoir le jardin, le chien, etc., etc. Mais au bout du compte, est-ce que l'action qui est engagée autour de ça, elle a un sens profond intrinsèque? Je pose la question, j'y réponds pas, mais en tout cas, c'est un paradigme
très occidentale, qui n'est pas nécessairement partagée dans d'autres cultures et dans d'autres civilisations à la surface de la planète. Donc, dans une large mesure, d'ailleurs, si on regarde les effets qui sont produits à l'échelle de la planète de notre poursuite de la jouissance, on se rend compte qu'on est dans une impasse. Donc, on est des êtres hautement intégrés et à chacun des étages, on doit pouvoir réinterroger le sens et la réalité de ce qu'on vit. Et on doit le remettre en perspective. Donc, pour l'ensemble de nos actions, on devrait pouvoir réinterroger où est-ce que ça va, où est-ce que cette action me mène, est-ce que ça tend vers quelque chose qui a un sens profond pour moi, ou est-ce que simplement ça correspond à une forme d'injonction sociale, de modèle social. Donc j'ai parlé du travail, mais ça peut aussi s'appliquer d'ailleurs à qui nous fréquentons. Est-ce que les personnes que je fréquente, c'est fréquenter du monde pour fréquenter du monde et être dans une certaine forme de mondanité, ou est-ce que ça a un sens plus profond? Est-ce que ça vient nourrir vraiment une connexion chez moi, un partage authentique, quelque chose qui va être plus de cœur à cœur? C'est la même chose aussi pour toutes nos routines, toutes nos habitudes, ce qu'on fait par défaut sans s'interroger sur la pertinence de ce qu'on fait ou sur le fondement réel. Alors, le troisième niveau, qui est donc le système émotionnel d'apaisement et d'affiliation aux autres, lui, il se situe d'emblée dans notre centre. D'emblée, il est relié à un sens profond en nous et donc il n'est pas réellement à re-questionner. Je dirais même plutôt qu'il est à approfondir, étant donné qu'il y a plusieurs niveaux en ce qui concerne le cœur. Il y a des niveaux qui se situent dans la sphère psychologique, par exemple dans le modèle des parties ou le modèle de l'IFS, Internal Family System. Donc je ferai un épisode spécifique à ce sujet sur les différentes parties de soi. Dans ce modèle-là, on va aller chercher donc le self, qui est la part de nous, qui est véritablement la part qui est ancrée, qui est bien centrée dans la confiance et qui est un peu au-delà des différentes parties. C'est la part qui est la plus réelle en nous. Donc cette part-là, on en parle en psychologie, on l'utilise en psychothérapie, donc elle est encore très psychologique. Mais on a des niveaux plus profonds au cœur. Ces niveaux se situent toujours dans un espace qui est non duel, c'est-à-dire dans lequel tous les points de vue sont valables et possibles. Il n'y a rien de vrai ou de faux, de tort ou de raison. Toutes ces considérations dualistes n'ont plus cours quand on est dans cette dimension unitaire du cœur. Et on va avoir des niveaux d'intégration qui sont de plus en plus subtils. Donc au début, on va juste avoir quelque chose qui ressemble à du calme, de l'ancrage, de la sérénité. Et puis, quand on approfondit ces niveaux, on va avoir des niveaux de grande compassion, de clarté de conscience, où on va vraiment avoir une sorte de claire vision, un peu comme un sixième sens de ce qu'est vraiment la substance profonde des choses, la réalité profonde des choses. Alors on constate finalement que cette question du sens comporte une dimension qui, je dirais, est presque nécessairement spirituelle. C'est-à-dire que, au regard de son évolution, pour que sa vie ait du sens, l'homme doit se comporter en intégrant ses valeurs. S'il ne les intègre pas, c'est pas grave, mais très vite, il se retrouve dans une impasse. Et donc, intégrer ses valeurs, c'est une forme de spiritualité, quelles que soient d'ailleurs
les croyances. Hein, c'est pas quand je parle de spiritualité, je suis pas ni sur quelque chose de religieux, bien, on est très loin de ça, ni même sur quelque chose qui aurait des connotations un peu New Age. Quand je parle de spirituel, on est dans simplement ce qui est du domaine de l'esprit, c'est-à-dire qu'on a quitté le paradigme matérialiste des choses et on est rentré dans le paradigme de l'esprit. Et donc, il y a des valeurs bien spécifiques qui sont rattachées à ce paradigme-là. Alors, je voudrais maintenant aborder un autre aspect qui est dans la continuité de ce que je viens de développer, qui est l'aspect cacophonique de notre cerveau. Donc, compte tenu de ces 3 étages, de ces différents niveaux d'intégration, notre cerveau, qui est le fruit de la longue évolution de l'homme au fil des millénaires et des millions d'années même, ce cerveau, il constitue une adaptation à des contraintes biologiques et sociales et il doit coordonner un nombre absolument colossal de compétences et de processus entre eux. Donc ça, ce sont des systèmes motivationnels qui coordonnent l'esprit et il y a un chef d'orchestre à chaque niveau d'intégration qui va organiser les comportements. Mais ils sont souvent, ces comportements, ils sont souvent hors de contrôle parce que notre cerveau est devenu tellement complexe que ces processus s'entremêlent, s'entrechoquent et bug en fait parfois. Donc chez l'homme, qu'est-ce qu'on constate ? Souvent il y a le débat de savoir finalement si l'homme est un être fondamentalement bon ou si au contraire il est dans son essence possédé par le mal et que voilà. Donc en fait la question n'est pas forcément tranchée, mais le constat c'est que on est capable d'utiliser notre cerveau, notre cœur pour soigner, pour aimer, que ce soit d'autres humains, que ce soit des animaux, que ce soit la planète elle-même. Et il y a des choses régulièrement, on assiste à des initiatives, à des expériences qui sont absolument magnifiques en termes de partage, de connexion et on pourrait dire d'amour. Et puis d'un autre côté, on baigne dans l'horreur si on considère que l'homme peut aussi utiliser les pires armes pour faire des génocides de masse contre sa propre espèce. C'est ça le pire, c'est que l'homme est la seule espèce à commettre ça. Les animaux font pas ça. Aucun animal ne fait ça. Donc on a un cerveau intelligent qui est capable de penser, de concevoir, mais on a des émotions qui peuvent aussi nous détourner de notre propos. Et du coup, notre cerveau archaïque avec ses instincts de survie et notre système des conduites avec ses impératifs de survie à lui qui sont trouver des ressources, etc. Souvent, ces niveaux-là, s'ils ne sont pas intégrés dans les valeurs de l'esprit, ils vont se trouver dans l'impasse et contredire notre nature profondément spirituelle, notre aptitude à la sagesse. Et donc, ça va créer du n'importe quoi en réalité. Donc, au final, la question, c'est celle de savoir qui est-ce qu'on écoute ? Quel est le chef d'orchestre qu'on écoute ? Est-ce qu'on écoute le chef d'orchestre qui joue la musique de nos peurs et de notre système de menaces ? Quelque part, il a à son niveau à lui, la musique qu'il joue, elle peut nous être utile. Mais si on n'écoute que celui-là, on tombe tout de suite dans une vie très limitée et surtout dans une impasse. Si on écoute le chef d'orchestre qui est dans notre système des conduites, c'est déjà un peu plus intégratif, un peu plus intéressant, mais on se rend compte qu'on tombe aussi dans une impasse qui peut être
une impasse d'acquérir, faire pour faire, et au final une impasse plutôt matérialiste. Et puis si on écoute le chef d'orchestre qui est au niveau le plus intégré de notre être, qui est celui qui est dans le cœur, sur le plan de nos valeurs les plus profondes, et donc dans le domaine de l'esprit, eh bien c'est lui et lui seul qui va pouvoir nous permettre d'intégrer cette cacophonie de notre cerveau et d'intégrer les bugs qu'on vit en nous donnant la capacité de nous sortir de nos intérêts et de nos peurs immédiates pour pouvoir nous aider à développer une vision, à développer des valeurs et des objectifs qui sont liés à son niveau à lui. Et donc d'avoir une vision de notre existence en tant qu'esprit et de poser véritablement la question de quel est le sens profond de ma vie, quels sont le sens profond de mes actions. Donc pour faire ça, on a besoin véritablement d'orienter délibérément notre esprit et de choisir en conscience cette direction pour pouvoir passer par-dessus les bugs et les difficultés temporaires. On doit fixer notre but et avancer en ce sens, sans s'arrêter aux autres voies qui s'élèveraient en chemin, mais en les traitant quand même avec toute la compassion nécessaire et tous les égards qu'on doit aux différentes parties de nous qui demanderaient leur compte. Donc bien sûr que vivre de cette manière intégrée, ça demande un entraînement, ça demande de développer une hygiène de vie, une hygiène mentale, une hygiène spirituelle, et on y reviendra amplement dans de futurs épisodes. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura intéressé autant que moi j'ai pris plaisir à le concocter. N'hésite donc pas à t'abonner et à partager si le cœur t'en dit. Tu trouveras en description plusieurs liens et notamment vers l'accompagnement intégratif que je propose pour sortir des traumas, de l'anxiété et des difficultés émotionnelles et pour pouvoir retrouver à nouveau un sens profond à ton existence. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.